Peut-être as-tu vu la vidéo d'Avner de la chaîne Avner et vous, dans laquelle il critique plusieurs sites, notamment de buzz ou d'information, pour s'être approprié sa vidéo dans laquelle il testait l'honnêteté des gens, au lieu de tout simplement la partager. L'intérêt ? Bah se faire du fric. Sur quelle planète vis-tu, bon sang? Non mais c'est vrai, en cas de simple partage, ils se font pas de fric ces sites en question. C'est comme si toi, t'invites un pote chez toi à mater un film, tu te fais pas de fric. Par contre, si tu fais une copie de ce film qui ne t'appartient pas à la base et que tu lui revends, là tu te fais du fric. Eh ben c'est un peu le même principe, sauf que eux, les sites en question, ils se font pas de l'argent grâce à la revente de la vidéo d'Avner, mais grâce au trafic généré, au nombre de vues et à la publicité. On va faire le point juridique sur cette pratique. Du coup, on va diviser la vidéo en deux parties. Première partie, on va parler du droit d'auteur. En gros, de quelle protection Avner bénéficie-t-il en sa qualité d'auteur de l'œuvre? Alors je dis Avner, mais c'est pareil pour n'importe quel autre youtubeur, vidéaste. Et vous avez bien entendu, j'ai bien employé le mot œuvre. Et ça devrait même pas vous étonner parce que désolé, mais quand on voit la gueule de certaines peintures, y a de quoi se poser des questions. Et en deuxième partie, on parlera de la contrefaçon et de l'indemnisation que pourrait toucher un youtubeur, un vidéaste dans la situation d'Avner. Première partie de la vidéo donc, le droit d'auteur. Tout d'abord, sache qu'une idée, n'est pas protégeable. Et encore heureux, parce que ce serait une atteinte à la liberté d'entreprendre, mais aussi une entrave à l'innovation et au progrès. Je m'explique. Pourquoi une atteinte à la liberté d'entreprendre? Si une idée est protégeable, en gros, ça veut dire que ce concept, tester l'honnêteté des gens, il va être réservé à la première personne qui a réalisé une vidéo dans laquelle elle testait l'honnêteté des gens. En gros, vu que c'est pas Avner qui a inventé ce concept, eh ben, si l'idée était protégeable, il n'aurait même pas pu faire sa vidéo. Et ensuite, pourquoi ça serait une entrave à l'innovation et au progrès? Ce qui va te parler le mieux, c'est dans le domaine scientifique. Imagine, on est dans les années 60. Il y a un mec, il fait un trip sous acide de folie, et pendant ce trip, il visualise la première voiture volante. C'est le premier gars à avoir imaginé ça. Et il protège son idée. Donc dans un monde où l'idée est protégeable. Ça veut dire que tant que ce mec n'a pas réalisé la première voiture volante, tant qu'il l'a pas construite avec ses petites mains, eh bien personne d'autre ne pourra s'atteler à cette tâche. Ou alors si, ils pourront le faire, mais ils pourront jamais en faire le commerce. Pour peu que le mec là qui a fait un trip sous acide, il est bac -12, bah c'est mal barré pour qu'un jour il y ait une voiture volante. Du coup, si l'idée est pas protégeable, qu'est-ce qui est protégeable? Eh bien c'est la matérialisation de l'idée. Là en l'occurrence, pour Avner, c'est sa vidéo tout simplement qui est protégeable. Tout à l'heure je parlais d'œuvre, œuvre d'art en fait. Pour qu'une chose puisse être qualifiée d'œuvre d'art, elle doit respecter plusieurs conditions. Nous, on va pas rentrer dans le détail. La condition qui va nous intéresser, c'est que la chose, la conception doit présenter un caractère personnel. Pourquoi la vidéo d'Avner a bien un caractère personnel? Tout simplement parce que c'est lui qui a réalisé la vidéo et c'est lui qui fait l'expérience sociologique de tester l'honnêteté des gens. Par contre, là, si tu sors de chez toi, que tu prends ton petit dictaphone acheté chez Lidl et que tu enregistres le cri des oiseaux, ben ça sera pas protégeable parce que ça a rien de personnel. Par contre, pour ce qui est d'un cri d'un dinosaure, d'un T-Rex ou d'un Vélociraptor comme tu les vois dans Jurassic Park, ben ça peut sur le principe être protégeable. Je me souviens que j'avais lu que les cris de dinosaures avaient été créés à partir de différents cris d'animaux qui ont été en gros mélangés puis retouchés. Donc il y a bien un caractère personnel, une sorte de création. Maintenant, on va enchaîner sur deux articles du code de propriété intellectuelle. Je vais limiter à deux articles sinon ça va devenir lourd. Tout d'abord, l'article L111-1. Il précise que l'auteur d'une œuvre jouit d'un droit de propriété incorporel sur son œuvre du seul fait de sa création. Donc en gros, tu vois que ce droit de propriété est presque naturel. Pas besoin d'accomplir des formalités pour bénéficier de ce droit. Les formalités vont être utiles en matière de preuve pour prouver que c'est toi l'auteur. Par exemple, tu as écrit un bouquin. Le plus simple à faire pour le protéger et pour prouver que c'est bien toi l'auteur, c'est de t'envoyer ce bouquin à toi-même par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de ne jamais ouvrir ce courrier et de le conserver. Le cachet de la poste, la précision de la date d'envoi et de la date de réception sont des éléments qui vont te permettre de prouver que c'est bien toi l'auteur. Alors bien sûr, pour que ça soit valable, avant d'envoyer cette lettre recommandée, il faut pas que tu partages ton bouquin à tout le monde, sinon il y a un gars qui va pouvoir le faire avant toi. Réfléchis un peu. Article suivant, c'est l'article suivant. L111-2 cette fois-ci. Il précise qu'une œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de sa réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Donc en gros, même si tu es encore en train de faire le montage de ta vidéo sur un logiciel que tu n'as absolument pas piraté, et bien même là ça peut être considéré comme une œuvre et vu l'article précédent qu'on a cité, tu pourras bénéficier d'un droit de propriété incorporel sur celle-ci. Puisque l'article L111-2 dit bien même inachevé. Et il dit aussi indépendamment de toute divulgation publique. Donc en gros, même si tu uploads ta vidéo sur YouTube et que tu la laisses en privé, c'est la même solution qu'on retient. Après, l'auteur de l'œuvre, il détient ce qu'on appelle un droit moral.
Et ce droit moral comprend notamment un droit de divulgation, c'est-à-dire un choix de divulguer la vidéo ou pas d'ailleurs, un choix quant à la forme de la divulgation et même quant aux circonstances de cette divulgation. Ce droit moral comprend aussi un droit au respect de l'œuvre, par exemple on n'a pas le droit de changer le titre de la vidéo. Il comprend aussi un droit à la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire que l'auteur de l'œuvre, le nom de l'auteur de l'œuvre doit être précisé à côté de cette œuvre, ce que les sites en question de buzz ou d'infos ne font pas toujours, ou même très rarement, ou encore ce droit moral comprend un droit de retrait, c'est-à-dire par exemple le droit de retirer la vidéo de YouTube. À propos de ce droit de retrait, on comprend bien que seul l'auteur de l'œuvre en dispose. Bah ouais, imagine on est face à un journal télévisé et t'as David Pujades qui se dit nique sa mère le 11 septembre, j'ai une sale tronche, tu enlèves l'édition du jour. Bah, jamais le gars il va pouvoir le faire, seul l'auteur de l'œuvre peut le faire. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur le droit d'auteur, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir l'indemnisation, la réparation, les dommages-intérêts en gros qu'un youtubeur dans la situation d'Avner pourrait toucher. La contrefaçon tout d'abord est définie par le code de propriété intellectuelle comme la reproduction, la représentation ou la diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. La contrefaçon, pour être caractérisée en langage juridique, c'est-à-dire pour exister tout simplement, doit réunir des éléments matériels et moraux. Du point de vue matériel, il faut en particulier regarder s'il y a une atteinte au droit de reproduction et ou de représentation. Il y a bien eu reproduction de la part des différents sites, puisque pour qu'il n'y ait pas eu reproduction, il aurait fallu que ces sites en question partagent simplement la vidéo d'Avner et non la téléchargent pour ensuite l'uploader en faisant genre c'était la leur. Et ensuite il y a bien eu représentation puisque la vidéo téléchargée a bien été publiée sur les différentes pages Facebook, les différents sites en question. Du point de vue moral ensuite, peu d'exigences en réalité. Parce qu'en effet dans le cadre de la contrefaçon, même si les sites en question avaient été de bonne foi, ça n'empêche pas d'engager leur responsabilité civile délictuelle, cette responsabilité civile délictuelle ayant pour but final d'obtenir des dommages et intérêts. En plus là franchement difficile de croire qu'ils étaient de bonne foi, qu'ils n'ont pas fait les FDP, que c'était pas pour faire du fric. Maintenant on va se pencher sur le montant des dommages et intérêts. Comme je le disais dans ma vidéo sur l'affaire Air France, le droit de la responsabilité obéit à ce qu'on appelle le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire que tout le préjudice, tous les préjudices doivent être indemnisés, mais seulement les préjudices. Le but du gars qui fait un procès pour obtenir réparation, ça ne doit pas être de s'enrichir. Ce qui peut être indemnisé par exemple, c'est la perte subie. Est-ce qu'Avner a subi une perte? Est-ce que parce que les sites en question se sont appropriés sa vidéo et l'ont uploadé, se sont fait du fric admettons avec, est-ce que lui, le lendemain quand il s'est réveillé qu'il allait sur son petit compte caisse d'épargne, il avait 200 € en moins? Non, donc il ne pourra pas obtenir des dommages-intérêts au titre de la perte subie. Maintenant, est-ce qu'il peut en obtenir au titre du gain manqué? Alors là, il faudrait prouver que si les sites en question n'avaient pas agi ainsi, Avner aurait gagné plus. Alors c'est peut-être le cas, peut-être que certains des membres de sa communauté, en gros les gars qui connaissaient Avner, ont découvert sa vidéo non pas via sa chaîne YouTube, mais via ses sites de buzz. Mais on pourrait peut-être se dire que grâce à certains de ces sites, sa communauté va s'agrandir. Si bien sûr ils ont pris la peine de citer son nom, mais beaucoup d'entre eux se passent de cette formalité. Donc là aussi, être indemnisé au titre du gain manqué, bof bof, ça va être chaud quoi. Par contre, il semble clair qu'il peut obtenir des dommages-intérêts au titre des gains réalisés par ces sites. Dans l'hypothèse où il attaquerait en justice toutes ces différentes sociétés, en gros la société numéro 1, si elle a gagné 500 € grâce à la diffusion de sa vidéo, elle devra lui indemniser 500 €. Si la société numéro 2 elle a gagné 1000 €, elle lui indemnisera 1000 €. Et enfin, il pourra aussi obtenir indemnisation au titre de son préjudice moral. Et la réparation d'un préjudice moral, c'est ce qu'il y a de plus aléatoire. Le montant peut dépendre du nombre de vues réalisées par le site ou les sites en question, mais aussi et tout simplement de la personne du juge. Si on tombe sur un juge radin qui en a rien à faire des jeunes youtubeurs et qui pense que c'est même pas un vrai métier d'ailleurs, bah la somme sera plutôt faible. Tout à l'heure je disais, si le site numéro 1 s'est fait 500 € grâce à la vidéo d'Avner, bah il devra indemniser 500 €. Parce que là c'est du concret, c'est du palpable en quelque sorte. Et même si le juge est un radin, ça restera 500 €. Puisqu'en effet on peut prendre des mesures par exemple pour vérifier que les gars ont bien gagné 500 € sur son dos. Mais là on n'était pas dans le cadre du préjudice moral, on était dans le cadre d'un préjudice patrimonial, c'est-à-dire qui affecte le patrimoine, qui affecte plus précisément le patrimoine financier. Alors que le préjudice moral c'est quelque chose de plus immatériel. Réparer un préjudice moral, ça revient par exemple à réparer l'impact psychologique de la contrefaçon sur l'auteur. Et comme c'est plus immatériel, bah c'est moins encadré par la loi, et donc le juge a plus de liberté. Et c'est pour ça qu'entre autres, le montant dépendra de si le juge fait son radin ou pas et de ses opinions personnelles. Bon ok, la justice est censée être impartiale, mais là le préjudice moral, selon moi c'est vraiment un exemple qui renforce les pouvoirs du juge et qui fait de cette impartialité une impartialité en fait relative. J'espère que ça pourra éclairer certains youtubeurs, vidéastes, et là je m'adresse à eux. Si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez-moi un message personnel sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Ce que je viens de dire c'est une méga synthèse qui donne une vision d'ensemble donc, mais qui ne répondra sûrement pas à toutes vos interrogations
d'interrogation, tout simplement parce que chaque personne peut être confrontée à une situation différente. En attendant, aussi bien les vidéastes que les spectateurs, vous pouvez me faire des suggestions de thèmes par rapport à des vidéos, par rapport à des tweets ou des statuts Facebook, que sais-je, du moins des trucs qui font le buzz ou un buzz relatif, et par rapport auxquels je pourrais aborder des questions juridiques. Maintenant, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, sinon je vais jouer de l'ocarina jusqu'à t'en faire crever les tympans.